Je me souviens de ce jour dans les moindres détails. Le 17 mars a été étonnamment ensoleillé pour Lyon. Habituellement, à cette époque de l'année, la ville est plongée dans le brouillard et la bruine, mais ce jour-là, la nature semblait avoir décidé de me jouer un tour, créant un contraste moqueur entre le monde extérieur lumineux et l'obscurité qui allait bientôt remplir mon âme. L'enveloppe se trouvait parmi la correspondance habituelle, factures, brochures publicitaires et lettres commerciales. Le papier épais de couleur crème se distingue par sa texture et son élégance. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Sophie, elle écrivait toujours les adresses avec une inclinaison particulière, héritant cette manière de sa mère, mon ex-femme Héloïse. Mon cœur a fait un bond lorsque j'ai réalisé que je tenais une invitation au mariage de ma fille unique. Dans mon bureau, au dernier étage de la maison de la rue Mercier, régnait le silence habituel. L'horloge de grand-père antique que j'ai achetée un jour dans un marché aux puces à Paris égrenait les secondes. Comme j'aimais ces moments de solitude où je pouvais tranquillement trier mon courrier, boire mon café du matin et me préparer pour la journée de travail chez le notaire. Mais à ce moment-là, ce silence devint oppressant, presque tangible. Ouvrant soigneusement l'enveloppe, j'en ai sorti l'invitation. Des lettres d'or sur un fond blanc comme neige formaient une élégante annonce du prochain mariage de Sophie Dupont et Antoine Lebrun. La date est dans 3 mois, le lieu est l'ancienne église Saint-Bonaventure au centre de Lyon. Tout était parfait, sauf un détail qui a bouleversé mon monde. Une carte spéciale incluse avec l'invitation indiquait que Pierre Lefebvre accompagnerait la mariée jusqu'à l'hôtel. Pierre Lefebvre est l'homme qui partage le lit avec mon ex-femme depuis 2 ans. L'homme qui transformait nos réunions de famille en réunions tendues et gênantes. L'homme dont je tolérais la présence dans la vie de ma famille uniquement pour maintenir une paix fragile avec ma fille. Mes mains tremblaient tandis que je lisais ces lignes encore et encore. Il était difficile de comprendre comment Sophie pouvait prendre une telle décision. J'ai été son père pendant 23 ans. Je changeais ses couches, je lui apprenais à faire du vélo, je m'asseyais à côté d'elle la nuit quand elle était malade. J'ai payé ses études dans une école privée, je l'ai emmenée à des cours de ballet et j'étais fier de ses premiers succès en droit. Et maintenant, elle a choisi cet inconnu pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel le jour le plus important de sa vie? Soudain, j'ai ressenti un besoin urgent de boire. En regardant l'horloge 10 heures du matin, j'ai réalisé que pour la première fois depuis de nombreuses années, j'allais enfreindre ma règle de ne pas toucher à l'alcool avant le soir. On a découvert dans le bar du cognac qui était un cadeau d'un client à Noël dernier. Je me suis servi un double shot et les bu d'un trait, sentant le liquide brûlant descendre dans ma gorge. Assis dans mon fauteuil en cuir, j'ai commencé à me rappeler comment tout s'était mal passé. Le divorce avec Héloïse il y a 3 ans a été douloureux, mais nous avons essayé de maintenir une relation civilisée pour le bien de Sophie. Quand Pierre est entré dans la vie d'Héloïse, j'ai même essayé d'être amical. Maintenant, en regardant l'invitation, je me suis rendu compte que ma retenue et mes tentatives de maintenir la paix m'avaient conduit à perdre non seulement ma femme, mais aussi ma fille. Le téléphone sur la table était silencieux. Sophie n'a pas appelé pour discuter de sa décision. Je n'ai pas essayé d'expliquer. Elle a simplement envoyé une invitation officielle, comme si j'étais l'un des 100 invités et non son père. Ce silence faisait plus mal que la décision elle-même de choisir Pierre comme père adoptif. À ce moment-là, je ne savais pas encore que cette invitation serait le début d'une chaîne d'événements qui révélerait le côté sombre de la vie de Pierre Lefebvre et changerait le destin de tous les membres de notre famille. Je ne savais pas que ma douleur et mon humiliation se transformeraient en détermination à découvrir la vérité, qui s'est avérée bien plus terrible que ce que j'aurais pu imaginer. Après m'être servi un 3e verre de cognac, j'ai ouvert le vieil album photo que je gardais dans le tiroir du bas de mon bureau. La première photo montre Sophie à l'âge de 5 ans, en robe rose, avec 2 couettes, assise sur mes épaules dans le parc près de notre ancienne maison dans la banlieue lyonnaise. Son sourire illumine toute la photo et ses yeux brillent de la confiance sans limite que seuls les enfants peuvent ressentir envers leurs parents. Héloïse et moi nous sommes rencontrés à la faculté de droit. Elle était l'élève la plus brillante de sa classe, intelligente, ambitieuse et dotée d'un incroyable sens de l'humour. Notre histoire d'amour s'est développée rapidement et 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Sophie est née 2 ans après notre mariage, alors que nous débutions tous les deux nos carrières. Héloïse a dû prendre une longue pause de travail pour s'occuper de sa fille, et j'ai pu voir à quel point cela lui pesait. En tournant les pages de l'album, je me suis arrêté sur une photo du 10e anniversaire de Sophie. Nous avons organisé une fête dans le jardin et avons invité toute sa classe. Héloïse a préparé un énorme gâteau en forme de licorne. Elle a toujours été perfectionniste lorsqu'il s'agit d'occasions spéciales. Sur la photo, nous ressemblons à une famille idéale,
mais je me souviens que même à ce moment-là, les premiers conflits sérieux dans notre mariage ont commencé. Héloïse parlait de plus en plus du sentiment d'être piégée dans son rôle de femme au foyer et de mère. Elle voulait retourner à la pratique du droit, mais j'ai insisté sur le fait que Sophie avait besoin d'une mère à la maison. Maintenant, je comprends à quel point j'ai eu tort, à quel point j'ai essayé égoïstement de la maintenir dans le cadre du modèle familial traditionnel, sans tenir compte de ses propres aspirations et ambitions. Lorsque Sophie a eu 15 ans, Héloïse est finalement retournée au travail. Elle rejoint un grand cabinet d'avocats et commence rapidement à construire sa carrière. J'étais fier de son succès, mais en même temps, je sentais un fossé se creuser entre nous. Nous passions de moins en moins de temps ensemble, nos conversations se limitaient à discuter de problèmes quotidiens avec notre fille adolescente. Sophie a eu du mal à traverser cette période. Elle voyait la tension entre nous, s'enfermait souvent dans sa chambre et arrêtait de partager ses problèmes et ses joies avec nous. J'ai essayé de compenser l'absence de ma mère, j'ai passé plus de temps avec ma fille, je l'ai emmenée à des expositions, au théâtre, je l'ai aidée dans ses études. Mais je sentais qu'elle s'éloignait de plus en plus de moi. Le divorce était inévitable. Héloïse et moi avons pris cette décision après une autre dispute épuisante, lorsque nous avons réalisé que nous ne pouvions plus prétendre être une famille heureuse. Sophie avait 20 ans, elle était étudiante en droit et nous espérions qu'elle serait assez grande pour comprendre et accepter notre décision. Pierre est apparu dans la vie d'Héloïse 6 mois après le divorce. Elle l'a rencontré lors d'une conférence juridique à Paris. Grand, en forme, avec des manières impeccables et une réputation de consultant d'affaires à succès. Il a rapidement charmé non seulement Héloïse, mais aussi Sophie. Je me souviens de notre première rencontre, un dîner de famille qu'Héloïse avait organisé pour lui présenter sa fille. Pierre était impeccable, un costume coûteux, un parfum exquis, la capacité de maintenir une conversation sur n'importe quel sujet. Il a parlé de ses voyages, de son travail avec de grandes entreprises internationales, de sa maison de campagne en Provence. Sophie était ravie. Elle regardait Pierre avec admiration, captant chacun de ses mots. Et je sentais que quelque chose n'allait pas chez cet homme. C'était peut-être la jalousie habituelle d'un père qui voit sa fille admirer un autre homme. Ou peut-être que mon intuition essayait déjà de m'avertir de ce que j'allais découvrir plus tard. Au cours des 2 dernières années, Pierre est devenu une figure permanente dans la vie de ma famille. Il accompagnait Héloïse à tous les événements familiaux, offrait à Sophie des cadeaux coûteux et lui donnait des conseils de carrière. J'ai vu mon rôle dans la vie de ma fille diminuer progressivement, à mesure qu'elle le consultait de plus en plus plutôt que moi, à mesure qu'elle admirait ses succès et ses relations. Et maintenant, voici une invitation de mariage. Le coup final portait à mon orgueil paternel. Mais en regardant ces vieilles photos, j'ai réalisé que je ne pouvais pas simplement accepter la situation. Quelque chose me disait que derrière la façade impeccable de Pierre Lefebvre se cachait un secret, et je devais le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Tout a commencé par un accident. Je n'aurais jamais su la vérité sur Pierre si je n'avais pas l'habitude de consulter de vieux dossiers judiciaires. En tant que notaire, je travaille souvent avec des documents des années précédentes, et ce jour-là, je cherchais des informations sur le dossier de succession d'un de mes clients dans les archives de Marseille. Le nom de Pierre Lefebvre apparaît dans les documents de 2015 presque par accident. Au début, je n'y ai même pas prêté attention, le nom de famille est assez courant en France. Mais quelque chose m'a fait m'arrêter et lire plus attentivement. L'affaire concernait une fraude immobilière d'ampleur dont un certain Pierre Lefebvre était le principal suspect. Les dates correspondaient, la description de son apparence correspondait, mais sur les photographies du dossier, il avait l'air complètement différent, sans barbe, avec une coiffure différente, plus mince. J'ai passé toute la nuit à étudier les documents du dossier. Le stratagème était magnifique dans sa cruauté, Lefebvre se présentait comme un consultant d'affaires prospère, gagnait la confiance de personnes âgées fortunées et leur proposait d'investir dans l'immobilier de luxe à prix réduit. Les documents semblaient impeccables, toutes les formalités avaient été respectées. Les gens lui ont donné d'énormes sommes d'argent, et il s'est avéré que la propriété n'existait pas ou appartenait à d'autres propriétaires. Les victimes étaient pour la plupart des personnes âgées seules ou des veuves. Une histoire m'a particulièrement marqué, Madame Dubois, veuve d'un juge de 72 ans, a donné à Lefebvre toutes ses économies, 3 millions d'euros, croyant à l'histoire d'un appartement d'élite dans le centre historique de Marseille. Lorsque la tromperie fut révélée, elle ne put résister au coup et mourut d'une crise cardiaque. Mais le plus étonnant, c'est que Lefebvre a réussi à échapper à la punition. Le dossier indique que des témoins clés ont soudainement changé leur témoignage,
que des documents prouvant sa culpabilité ont mystérieusement disparu des archives de la police et que l'enquêteur principal a été transféré dans un autre département au milieu de l'enquête. En creusant plus profondément, j'ai trouvé plusieurs autres cas similaires dans différentes villes de France, Lyon en 2012, Toulouse en 2014, Bordeaux en 2016. Partout le même schéma, le même style, les mêmes résultats, des preuves qui disparaissent, des témoins qui changent de témoignage, des enquêtes qui se terminent. À chaque fois, Lefebvre apparaissait sous un nom différent, avec une apparence différente, mais c'était bien lui. Maintenant, assis dans mon bureau et regardant l'invitation de mariage, je savais que je devais agir rapidement. Cet homme n'est pas seulement un escroc, c'est un prédateur intelligent et calculateur, capable de manipuler les gens et le système judiciaire. Et maintenant, il cible ma famille. Mon premier réflexe a été d'appeler immédiatement Héloïse et de tout lui raconter. Mais des années de travail avec le système judiciaire m'ont appris une chose, sans preuves irréfutables, toute accusation sera inutile. De plus, ils peuvent avertir Lefebvre et le forcer à agir avec plus de prudence ou, pire, avec plus d'agressivité. J'ai décidé de lancer ma propre enquête. J'avais des relations dans les cercles juridiques, un accès aux archives et, surtout, la motivation de protéger ma famille. Mais je n'avais aucune idée de la profondeur à laquelle je devrais creuser et des dangers auxquels je serais confronté. J'ai fait 3 choses importantes cette nuit-là. Tout d'abord, j'ai créé un dossier crypté sur mon ordinateur, où j'ai copié tous les documents que j'ai trouvés sur Lefebvre. Deuxièmement, j'ai appelé mon vieil ami Marc Russo, un détective privé avec qui nous travaillons parfois sur des cas d'héritage complexes. Et troisièmement, il a écrit une lettre détaillée dans laquelle il exposait toutes ses conclusions et ses soupçons, l'a scellée dans une enveloppe et l'a déposée dans un coffre-fort bancaire. S'il m'arrive quelque chose, cette lettre sera le début d'un fil qui mènera à la vérité. Le lendemain matin, je devais rencontrer des clients, mais pour la première fois en 20 ans de travail, j'ai annulé tous mes rendez-vous. Il me restait moins de 3 mois avant le mariage de Sophie et je savais que ce serait une course contre la montre. Lefebvre était un professionnel pour dissimuler ses traces, mais il avait une faiblesse, son arrogance. Il est devenu tellement sûr de son invulnérabilité qu'il a commencé à agir de plus en plus ouvertement, laissant de plus en plus de traces. La dernière chose que j'ai faite avant d'agir a été d'appeler Sophie. La conversation était courte et tendue. Je ne lui ai pas parlé de mes découvertes, j'ai juste demandé à la rencontrer et à parler. Elle a refusé, disant qu'elle était trop occupée à préparer le mariage. J'ai entendu de la froideur et de l'aliénation dans sa voix, et cela a renforcé ma détermination. Ma fille ne m'a pas seulement rejeté en tant que père, elle s'est retrouvée dangereusement proche d'un homme qui avait déjà détruit de nombreuses vies. Marc Russo m'a rencontré dans un petit café de la banlieue lyonnaise. L'établissement était si banal que je suis passé devant 2 fois avant de remarquer le panneau décoloré. À l'intérieur, ça sentait le vieux café et les croissants brûlés. Marc était assis dans le coin le plus éloigné, se fondant presque dans les murs minables avec son manteau gris. « Votre Pierre Lefebvre est un vrai fantôme », dit-il sans même dire bonjour. J'ai passé toute la nuit à vérifier les bases de données. Une personne portant ce nom n'existe que depuis 3 ans. Avant cela, rien. Pas d'historique de crédit, pas de déclaration d'impôt, pas de dossier scolaire. Rien. J'ai posé sur la table le dossier contenant les matériaux que j'avais rassemblés au cours des derniers jours. Marc les parcourut, riant de temps en temps et prenant des notes dans son carnet en lambeaux. Intéressant, marmonna-t-il en atteignant les photos de l'affaire de Marseille. Très intéressant. Regarde. Il a sorti sa tablette et m'a montré une photo d'il y a 10 ans. Il s'agissait d'un jeune Pierre, sans sa barbe habituelle, avec une coiffure différente, mais c'était bien lui. La photo a été prise lors d'une fête à Monaco. En arrière-plan, je pouvais voir un groupe de personnes, parmi lesquelles je reconnaissais plusieurs personnalités connues du monde criminel. Son vrai nom est Jacques Martin, a déclaré Marc. Au moins l'un d'entre eux. Il avait tout un réseau de sociétés écrans dans des zones offshore. Le schéma est classique, blanchiment d'argent par des investissements dans l'immobilier. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Marc m'a montré d'autres documents. Parmi eux, un rapport sur l'enquête sur un meurtre survenu à Nice en 2013. La victime était un détective privé qui travaillait sur une affaire de fraude immobilière. L'affaire a été officiellement classée comme un accident, le détective serait tombé d'une falaise lors d'une randonnée. Mais le rapport contenait des bizarreries, des pages manquantes, des déclarations de témoins contradictoires, des preuves manquantes. Votre futur gendre n'est pas seulement un imposteur, conclut Marc.
Il est lié à des gens sérieux. Il a des protecteurs dans la police, au parquet, peut-être même au gouvernement. Sinon, comment expliquer que toutes les affaires contre lui aient échoué? J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Que proposez-vous? Nous devons trouver des témoins vivants. Quelqu'un prêt à parler. Et nous aurons besoin d'aide. Marc a sorti une carte de visite avec le nom d'un journaliste du Monde. Claire Duval est spécialisée dans les enquêtes sur la corruption. Elle cherche depuis longtemps des informations sur les patrons haut placés des groupes criminels. Votre dossier pourrait l'intéresser. Les semaines suivantes se transformèrent en un carrousel fou de rencontres, d'appels et de déplacements dans toute la France. Marc et moi avons partagé le travail, il a recherché les anciennes victimes de Lefebvre, et je me suis concentré sur les traces écrites, documents de l'entreprise, virements bancaires, actes notariés. Claire Duval s'est révélée être une petite femme d'une quarantaine d'années au regard perçant et à l'esprit vif. Elle a accepté d'aider, mais a prévenu, si nous prenons cela en charge, il n'y aura pas de retour en arrière. Ces gens ne pardonnent pas à ceux qui s'immiscent dans leurs affaires. Peu à peu, l'image a commencé à prendre forme. Lefebvre était plus qu'un simple escroc solitaire, il était un élément important d'une organisation criminelle plus vaste. Son rôle était de trouver des victimes riches, de gagner leur confiance et de les convaincre d'investir de l'argent dans des projets fictifs. L'argent était ensuite blanchi via un réseau de sociétés écrans et restitué sous forme d'investissements propres. Mais la découverte la plus choquante a été celle que nous avons trouvée dans les archives de la mairie d'une petite ville près de Lyon. Ils y trouvèrent des documents concernant la vente d'un grand terrain, où Lefebvre servait d'intermédiaire. Le terrain a été vendu à un prix réduit, soi-disant pour la construction de logements sociaux, et un mois plus tard, il a été revendu 10 fois plus cher pour un développement commercial. L'accord impliquait le nom d'un haut fonctionnaire du ministère de la Justice. C'est pourquoi toutes les poursuites contre lui ont été abandonnées, a déclaré Claire en étudiant les documents. Il en sait trop. S'il est acculé au pied du mur, il pourrait entraîner avec lui la moitié du gouvernement. Le temps passa, il restait un mois avant le mariage. Sophie n'a toujours pas répondu à mes appels. Héloïse, à qui j'ai tenté de faire part de mes soupçons, a balayé la situation en disant que j'étais simplement jalouse et que je ne pouvais pas accepter le fait que ma fille ait choisi un autre homme comme deuxième père. Et puis ce que nous craignons s'est produit. Marc n'a pas pris contact à l'heure convenue. Son téléphone était éteint et il n'était pas dans l'appartement. 2 jours plus tard, il était retrouvé dans sa voiture au fond du Rhône. La police a rapidement classé l'affaire, la qualifiant d'accident. Il aurait perdu le contrôle du véhicule à cause du mauvais temps. J'ai compris que c'était un avertissement. Il savait que nous creusions. Claire a insisté pour que nous publions immédiatement ce que nous avons. Si le matériel sort, ce sera notre protection, a-t-elle déclaré. Ils ne prendront pas le risque de toucher aux journalistes et à leurs sources après la publication dans un grand journal. Mais j'ai hésité. Une publication aurait signifié un scandale immédiat qui aurait ruiné le mariage de Sophie. Je ne pouvais pas laisser sa journée heureuse se transformer en désastre. Il fallait trouver un autre moyen pour ouvrir les yeux d'Héloïse et d'elle sur la véritable nature de Pierre Lefebvre. Une semaine avant le mariage, le destin lui a offert un cadeau inattendu. L'une des anciennes victimes de Lefebvre, Madame Rochelle, veuve d'un banquier bordelais, décide de témoigner. Elle a contacté Claire après avoir publié une courte histoire sur des transactions immobilières suspectes. Madame Rochelle a conservé tous les documents, y compris les photographies et les enregistrements des conversations avec Lefebvre. Il était si charmant, dit-elle, assise dans son élégant appartement avec vue sur la Garonne. Il m'a parlé de l'importance d'assurer l'avenir de ses enfants et petits-enfants. Il m'a montré des photos de villas de luxe sur la Côte d'Azur, qui pouvaient être achetées à moitié prix grâce à une vente exceptionnelle. Je lui ai donné 5 millions d'euros, soit tout ce que mon mari m'avait laissé. Mais Madame Rochelle s'est avérée plus intelligente que la plupart des autres victimes. Elle enregistrait secrètement toutes ses rencontres avec Lefebvre, et son défunt mari lui avait appris à toujours faire des copies des documents importants. Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait été trompée, elle n'est pas allée à la police, mais a commencé à recueillir des informations, attendant le bon moment pour se venger. Je l'ai suivie par l'intermédiaire de détectives privés, a-t-elle admis. Je connais tous ses pseudonymes, toutes ses cachettes. J'ai des enregistrements de ses conversations avec des hommes politiques, des banquiers, des juges. Ils pensaient que j'étais une vieille femme brisée, mais je suis la fille d'un policier et la veuve d'un banquier. Je sais comment rassembler des preuves. Les documents fournis par Madame Rochelle étaient une bombe à retardement.
Il y avait non seulement des preuves de fraude, mais aussi des enregistrements de conversations sur des assassinats commandités, sur la corruption de fonctionnaires, sur des opérations de blanchiment d'argent par le biais de fondations caritatives. Dans un enregistrement, Lefebvre parle de « résoudre un problème », un journaliste décédé dans un « accident de voiture » une semaine plus tard. Claire a immédiatement commencé à préparer le matériel pour la publication. Mais j'ai compris que nous n'avions pas le temps d'attendre. Le mariage devait avoir lieu dans 5 jours et je devais agir immédiatement. J'ai appelé Héloïse et lui ai dit que j'avais des informations concernant la sécurité de Sophie. Au début, elle ne voulait pas écouter, mais quelque chose dans ma voix l'a fait accepter de me rencontrer. Nous avons convenu de nous rencontrer à mon bureau le soir. Héloïse est venue seule, et j'en ai été reconnaissante. Pendant 3 heures, je lui ai montré des documents, écouté des enregistrements et lui ai parlé des résultats de l'enquête. J'ai vu son visage passer du scepticisme à l'incrédulité, puis à l'horreur, et enfin à la rage froide. « Je suis avocate », dit-elle finalement. J'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû vérifier ses antécédents plus en profondeur. Mais il était tellement parfait. Il savait toujours quoi dire, comment agir. Même Sophie l'adore. À ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte et nous avons vu Sophie. Elle se tenait sur le pas de la porte, pâle comme un linge. Il s'est avéré qu'elle était venue me parler du mariage et qu'elle avait entendu une partie de notre conversation. « Je n'y crois pas », dit-elle d'une voix tremblante. « Tout cela n'est qu'un mensonge. Tu essaies juste de ruiner mon mariage parce que j'ai choisi Pierre plutôt que toi. » Mais Héloïse avait déjà allumé les enregistrements de Madame Rochelle. La voix de Pierre, évoquant calmement le meurtre du journaliste, remplit la pièce. Sophie s'enfonça dans le fauteuil, les mains tremblantes. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était clair, ils ont piraté mon ordinateur. Tout le matériel a disparu. Et je viens de recevoir un appel des éditeurs, quelqu'un de très puissant essaie de bloquer la publication. J'ai réalisé qu'il n'y avait plus de temps. Pierre sait probablement déjà que nous avons révélé son secret. J'ai rapidement envoyé tous les documents recueillis à la police, au parquet et à plusieurs organisations journalistiques internationales. J'ai alors appelé le service spécial de lutte contre le crime organisé, j'ai eu contact avec un enquêteur honnête qui n'avait aucun lien avec les mécènes de Lefebvre. Les événements se sont développés rapidement. 1 heure plus tard, la police était déjà dans mon bureau, 2 heures plus tard, Pierre était arrêté à l'aéroport alors qu'il tentait de prendre l'avion pour Dubaï. De faux passeports et une importante somme d'argent liquide ont été retrouvés sur lui. Sophie pleurait dans l'épaule de sa mère. J'avais envie de m'approcher d'elle et de la serrer dans mes bras, mais je n'étais pas sûr d'en avoir le droit. Mais elle-même s'est approchée de moi et m'a serré fort dans ses bras. « Je suis désolé, papa. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. » Cette nuit-là, nous sommes restés assis dans mon bureau jusqu'à l'aube. Héloïse a contacté les organisateurs du mariage et a annulé tous les arrangements. La police nous a interrogés un par un, enregistrant nos déclarations. Et j'ai pensé à quel point nous avions frôlé la catastrophe, et comment une invitation de mariage avait déclenché une chaîne d'événements qui a conduit à la découverte de l'un des plus grands réseaux criminels de France. 6 mois se sont écoulés depuis le jour où Pierre Lefebvre a été arrêté. L'enquête sur ces crimes est devenue le plus grand scandale de l'année en France. Plus de 50 personnes ont été arrêtées, dont 3 juges, 2 hauts responsables de la police et un vice-ministre de la Justice. Le montant total des fonds volés dépassait les 100 millions d'euros. Claire Duval a remporté un prestigieux prix de journalisme pour sa série d'articles sur l'affaire Lefebvre. Elle a exposé non seulement ses fraudes, mais tout le système de corruption qui lui a permis d'échapper à la punition pendant des années. Son enquête a conduit à une réforme majeure du système judiciaire et à la création d'une commission spéciale pour lutter contre la corruption au sein des forces de l'ordre. Madame Rochelle est devenue une héroïne pour de nombreuses victimes d'escroquerie. Grâce à son témoignage et aux preuves recueillies, il a été possible de restituer une partie importante des fonds volés. Elle a créé une fondation pour aider les victimes de crimes financiers et donne désormais souvent des conférences sur la manière d'éviter de devenir victime de fraude. Mais les principaux changements se sont produits dans ma famille. Il a fallu beaucoup de temps à Sophie pour accepter ce qui s'était passé. Elle s'en voulait de ne pas me croire, d'avoir laissé Lefebvre la manipuler. Sa relation avec Antoine n'a pas survécu à cette épreuve. Trop de douleur et de méfiance ont été générés par les événements de ces jours-là. « Tu sais, papa, me dit-elle un jour, alors que nous marchions le long des quais du Rhône, je me rends compte maintenant que je cherchais en Pierre un remplaçant pour toi. Après ton divorce avec maman, je me suis senti si perdu.
Et il semblait si parfait, si attentionné. Il a dit exactement ce que je voulais entendre. Héloïse a changé aussi. Elle s'est investie dans son travail en aidant à enquêter sur les crimes financiers. Son expérience d'avocate et sa connaissance personnelle des méthodes de Lefebvre se sont révélées d'une valeur inestimable pour l'enquête. Nous avons commencé à communiquer plus souvent, discutant non seulement de Sophie, mais aussi du travail, de la vie, de nos erreurs et de nos espoirs. Nous étions trop naïfs, a-t-elle admis un jour autour d'un café. Nous pensions que de tels crimes n'arrivaient que dans les films. Qu'une personne charmante et prospère ne pouvait pas être un monstre. Mais tous les signes étaient là, sous nos yeux. Nous ne voulions simplement pas les voir. Le souvenir de Marc Russo me hante. Sa mort a été officiellement qualifiée d'homicide lorsque les enquêteurs ont découvert des preuves d'effraction dans sa voiture. Sa famille a reçu une compensation de l'État et son nom a été ajouté à la liste des journalistes et des détectives morts dans l'exercice de leurs fonctions. Je visite régulièrement sa tombe, apportant des fleurs fraîches et un sentiment de culpabilité pour l'avoir entraîné dans cette enquête. Lefebvre a été condamné à 30 ans de prison. Lors du procès, il s'est comporté avec la même arrogance que d'habitude, refusant d'admettre sa culpabilité et de coopérer à l'enquête. Mais son empire s'est effondré, ses comptes ont été gelés et ses complices conclus les uns après les autres des accords avec les enquêteurs, espérant des peines plus légères. Sophie est récemment retournée à l'école. Elle décide de se spécialiser en droit financier et dans la lutte contre la criminalité économique. Je veux aider les gens à ne pas devenir victimes de personnes comme Pierre, a-t-elle déclaré. Je veux utiliser mon expérience pour faire quelque chose d'utile. Tous les dimanches nous nous réunissons désormais moi, Héloïse et Sophie. Nous préparons le dîner, discutons, rions. Petit à petit, les vieilles blessures guérissent et la confiance est restaurée. Nous sommes devenus plus proches après avoir traversé cette épreuve, nous avons appris à nous valoriser l'un l'autre et à apprécier la vérité, aussi amère soit-elle. Parfois, lorsque je suis assis dans mon bureau et que je regarde des photos de famille, je pense à la façon dont une invitation de mariage a tout changé. Cela a apporté de la douleur et de la déception, mais cela a également contribué à révéler la vérité et à sauver non seulement ma famille, mais bien d'autres du sort des victimes de Lefebvre. Et j'ai conservé cette même invitation. Il se trouve dans le coffre-fort avec le matériel de l'affaire, un rappel que parfois, vous devez faire confiance à votre intuition et vous battre pour la vérité, même si le monde entier pense que vous avez tort. Et ce véritable amour paternel ne se mesure pas au droit d'accompagner sa fille jusqu'à l'autel, mais à la volonté de la protéger, même au risque de perdre sa confiance et son amour.